Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels Parcourir mieux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon test du Sherpa Max de Wise, leur sac 12 litres, et de l'Open Quiver, c'est-à-dire le carquois qui va avec. Avant de continuer, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Wise, vous commencez à connaître. En effet, il s'agit dans cette vidéo de mon 4e test matériel en collaboration avec la marque Anessienne. Ça fait longtemps que je suis séduit par leurs engagements éco-responsables, mais surtout par l'excellence de leur matériel. Et c'est sans surprise que donc je réalise aujourd'hui le test du sac Sherpa Max dans sa nouvelle version, c'est-à-dire la version 2024. Pour rappel, juste Wise, c'est cet acteur de l'outdoor qui cherche à confectionner le matériel de trail le plus responsable possible. Les matériaux proviennent généralement de France ou d'Europe. La confection est réalisée au Portugal chez un partenaire avec des engagements forts, comme par exemple du recyclage des eaux ou de l'utilisation d'énergie verte. Les articles sont garantis, mais surtout, la qualité des produits est telle que leur durabilité est exceptionnelle et que leur taux d'utilisation est élevé. D'ailleurs, pour plus d'infos, je vous renvoie à cette interview que j'ai réalisée il y a quelques temps avec la marque et que moi, personnellement, j'ai trouvé passionnant. À sa sortie, j'avais déjà réalisé un test matériel du Sherpa Max version 1, qui est disponible ici. Ce sac était déjà intéressant avec 2 brevets à l'appui, un pour l'inclinaison des flasques et un pour l'insertion des flasques facilité par le côté. Et donc Wise faisait une entrée sur le marché du portage de trail plutôt réussi. Néanmoins, à l'époque, j'avais quand même fait ressortir quelques points d'amélioration que je trouvais importants à considérer. Je vous propose de voir ensemble si Wise a su faire encore mieux avec cette V2 du sac Sherpa Max. Tout d'abord, je souhaite commencer par les grandes différences et les grands points communs qu'il y a entre la V1 et la V2, donc le modèle 2023 et celui 2024. À l'utilisation, j'ai noté 5 grandes différences entre la V1 et la V2. Tout d'abord, Wise ont rajouté sur le sac des élastiques de maintien des flasques. Ces derniers viennent attraper la tête des flasques pour assurer leur maintien. Ensuite, la V2 est munie de 2 poches secrètes. Il s'agit de ces petites poches positionnées sur les flancs juste avant la grande poche tunnel. De plus, la poche zippée sur l'épaule gauche a disparu. Elle a été remplacée par une poche à double rabat, c'est-à-dire moins de fermeture éclair, donc moins de composants provenant d'Asie puisqu'on ne trouve pas de fournisseur de fermeture éclair en Europe. Ensuite, un emplacement pour ranger une flasque de 500 ml à l'horizontale a été ajouté dans la grande poche tunnel dorsale. Cette poche permet de maintenir de manière stable dans le dos une flasque supplémentaire, typiquement en cas de kit canicule, imposant une réserve d'eau supplémentaire. Enfin, un nouveau coloris a été intégré à la gamme, le Nightshade que vous avez devant les yeux, soit noir et une sorte de mauve pâle. Il existe peut-être d'autres différences que je n'ai pas remarquées et j'aurai le plaisir de revenir sur ces différences à la fin de cette vidéo dans mon interview avec un responsable du développement de ce produit de chez Wise. Donc, restez jusqu'au bout. En termes de similitudes majeures, on retrouve pour moi les 5 points suivants. Tout d'abord, les flasques se rangent toujours par le côté et non par le haut. Ensuite, les flasques sont toujours inclinées à environ 17 degrés. Ensuite, les poches avant sont toujours très grandes, bien plus grandes que la moyenne que la plupart des poches des sacs du marché. La fermeture du sac à l'avant est toujours permise par une fermeture éclair et de manière générale, la structure du sac est la même. Avant de rentrer dans les détails du test du sac Sherpa Max, je voulais vous placer un petit mot sur l'Open Quiver. En 2023, Wise ne possédait pas de carquois pour aller avec leur sac. Les équipes de développement se sont penchées sur la question pour proposer quelque chose d'innovant et pas juste un carquois floqué Wise. Leur objectif, globalement, c'était de développer, en collaboration avec Bastien Pérez, que vous trouverez sur Bob Bricoleur sur Instagram, un modèle avec une ouverture large et à l'insertion facilitée, résistant, qui limiterait l'entrechoquement des bâtons, et si possible, made in France. Et comme j'ai utilisé l'Open Quiver durant tout mon test du Sherpa Max version 2, je vous proposerai dans cette vidéo également quelques mots sur ce dernier. Allez, on rebascule et je vous propose de passer aux caractéristiques techniques du sac. Concernant son poids, il fait 134 grammes en taille 3, 150 grammes en taille 4 que vous avez sous les yeux. C'est un 12 litres qui possède 11 poches, à savoir 2 à l'avant pour les flasques, 2 secrètes sur les flancs, 2 petites poches sur les épaules et 2 grandes poches ventrales. Et à l'arrière, on a une grande poche dorsale plaquée au dos, une poche dorsale superposée haute et une poche tunnel avec un emplacement à l'intérieur pour une flasque de 500 ml. Le système de serrage à l'avant est frontal par fermeture éclair avec une glissière autobloquante. Il n'y a pas de porte-bâton mais il est compatible carquois et il n'est pas compatible poche à eau mais possède 2 flasques qui sont fournies à l'achat. En termes de taille, il y a 6 tailles disponibles
et c'est de la matière Everdry respirante légère élastique qui constitue le sac, ainsi qu'un mesh. Je trouve également intéressant de noter que les poches avant sont très grandes, que le rangement des flasques, comme je vous l'ai dit, se fait par le côté, que les flasques sont inclinées, que le modèle est garanti 1 an, qu'il est produit en France et au Portugal, à l'exception des sifflets et des fermetures éclair, et qu'en termes de prix, il est à 280 € sur le site de Wise. Concernant les caractéristiques techniques de l'Open Quiver, donc du carquois, il pèse 55 grammes, si je l'ai pesé moi-même. Le matériau, c'est majoritairement du Matrix, ce qu'on retrouve généralement sur les chaussures, mais pas que, la preuve en est. C'est une conception en forme de chaussette, sans couture, avec une ouverture large, et le Quiver, le carquois, est 100% made in Rhône-Alpes. Alors, mon test du Sherpa Max de Wise a été un peu particulier. En effet, celui-ci s'est inscrit dans le cadre d'un autre projet, à savoir ma première itinérance en trail. À cette occasion, j'ai utilisé le sac pendant 100 km et 7000 mètres de dénivelé, soit 20 heures de trail réparties sur 2 jours consécutifs. Autrement dit, un gros week-end en montagne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo de cette aventure juste ici. Après cette dernière, j'ai encore réalisé quelques sorties avec le Sherpa Max. J'ai utilisé le sac moins chargé, à plus haute vitesse, avec des portions plus courues également. Bref, j'ai encore fait quelques entraînements avec lui, dans diverses conditions, afin de diversifier les conditions d'utilisation. Je pense l'avoir utilisé environ 30 heures au total, dans de nombreuses circonstances différentes comme d'habitude. Pour le test de l'Open Quiver, rien d'extraordinaire. Il était tout simplement avec moi, accroché au sac Sherpa Max tout le temps durant toutes les sorties que je viens de mentionner. Évidemment, avec des bâtons à l'intérieur. Je vous propose donc maintenant de passer à mes retours sur le sac et sur le carquois. Le premier point que je veux mentionner dans cette vidéo concerne la stabilité du sac Sherpa Max. Dans la version 1, je lui reprochais une légère instabilité, surtout au niveau des flasques. J'avais espéré mieux de la part d'un sac avec un brevet portant justement sur ce point. Un problème était également que les flasques pouvaient sortir par le haut de la poche à mesure qu'elles se vidaient, ce qui était particulièrement désagréable. Sur le Sherpa Max de 2024, la V2, je trouve que la stabilité n'a rien à voir. Elle est une des meilleures que j'ai jamais rencontrées. Les flasques sont ultra stables et ne bougent pas. De plus, le problème concernant leur jaillissement par le haut est désormais réglé et ne m'est jamais arrivé. Le contenu des poches avant est également parfaitement maintenu. Et un point qui m'a surpris, c'est que pendant mon itinérance, donc avec le sac vraiment chargé, le maintien avant est tellement excellent que j'ai réalisé des descentes avec la fermeture éclair ventrale à demi ouverte sans m'en rendre compte. Le portage ne montrait pas spécialement d'oscillation ou de ballottement et je me suis rendu compte que la fermeture était ouverte quand je suis arrivé en bas plus tard. C'est vous dire à quel point la stabilité est bonne. Donc bref, le maintien sur le sac Sherpa Max est exceptionnel tant à l'avant qu'à l'arrière. C'est un des meilleurs que j'ai eu la chance d'essayer et c'est extrêmement plaisant à l'utilisation. Le deuxième point qui m'a plu, c'est l'accessibilité du sac. À l'utilisation, on se rend vite compte que toutes les poches sont accessibles. Évidemment, à l'exception de la grande poche dorsale qui est plaquée au dos, il est possible d'avoir accès au contenu de tous les autres rangements du sac sans se contorsionner et en toute simplicité. Personnellement, j'ai adoré cette ergonomie qui permet d'organiser son portage intelligemment, à mon sens, avec la confiance qu'il ne sera jamais nécessaire d'enlever le sac pour accéder à un élément dont nous aurions besoin. Sur d'autres sacs que j'ai testés récemment, cette accessibilité m'avait déplu, je l'avais trouvé mal pensé. Aussi, ce point sur le Sherpa Max m'a vraiment séduit. Ensuite, exactement comme dans sa première version, il me semble intéressant de souligner le confort et la légèreté du sac Sherpa Max V2. Alors tout d'abord, avec ses 134 grammes, le sac s'est en effet alourdi d'une dizaine de grammes par rapport à la V1. Néanmoins, il reste, à ma connaissance, le deuxième plus léger du marché dans ce volume. À l'effort, ça participe à avoir une sensation de ne pas porter quelque chose sur le dos, quelque chose de lourd et d'encombrant. Concernant le confort, il est lui aussi largement réussi. Le sac Sherpa Max est agréable à porter et à utiliser. À mon sens, la fermeture éclair à l'avant ne se fait pas sentir. Il est aussi possible de l'ouvrir en cas de chaleur tout en la maintenant à demi fermée grâce à la fermeture éclair auto-bloquante qui ne descend pas. Et ça favorise le confort thermique, mais également le confort de portage en permettant de nous aérer un peu et de moins sentir d'éléments en contact avec le torse. Ce sac est tellement réussi que je vais quand même me permettre d'être tatillon. Les bretelles du sac Sherpa Max sont relativement fines en termes d'épaisseur. Lorsque le sac est bien chargé, ces zones à gauche et à droite de passage de tissu sur les clavicules représentent 2 points d'appui. À la longue, lorsque la sortie dure, il est possible de ressentir une légère gêne à ces endroits. Par exemple, durant mes 2 longues sorties de 10 heures chacune durant mon itinérance, en fin de journée, je sentais un léger inconfort dans ces régions.
Alors, le Sherpa Max n'est pas le seul à avoir ce petit défaut, hein. Il le partage avec par exemple le Ultron S-Pack Evo 10 et j'avais noté la même sensation. Cependant, aucun des deux ne protège spécialement cette zone. Et peut-être qu'à l'avenir, la présence d'un élément légèrement amortissant serait bienvenue. Ensuite, et comme je l'avais mentionné dans le test de la première version, le rangement des flasques par le côté est toujours aussi plaisant. L'insertion des flasques est largement facilitée et les insérer ne prend que quelques secondes, même si les poches avant sont remplies. Il est plaisant que Wyze ait conservé cette innovation qui est unique et fait une vraie différence à l'utilisation. Ensuite, un autre point positif que je souhaite relever durant ce test du Sherpa Max concerne l'emplacement pour une flasque de 500 ml supplémentaire dans le dos. Ces dernières années, les kits canicules, souvent caractérisés par 1,5 litre d'eau minimum sur soi, voire 2 litres, ont souvent été demandés. Par exemple, sur tous mes départs en 2023, ce kit a été exigé. Je trouve pertinent de proposer un sac qui prend en considération ce contexte et qui propose ce rangement. La flasque se loge simplement dans cet espace et est bien maintenue. C'est un détail, mais on voit que la démarche de co-création de Wyze impliquant sa communauté de sportives et de sportifs amène de belles idées. Vous l'avez compris durant cette vidéo, je trouve que la V2 du sac Sherpa Max de Wyze, donc le modèle 2024, est une véritable réussite. Largement abouti, il m'est vraiment difficile de trouver un point négatif à discuter. Cependant, j'ai une piste d'amélioration à soulever. Exactement comme durant mon test de la V1 de 2023, je trouve que ce sac est plus bas sur le torse comparativement à d'autres modèles du marché. Les conséquences sont minimes, mais tout de même présentes. Cette hauteur me donne le sentiment que les flasques appuient un peu plus sur les pectoraux que si le sac était plus haut. De même, les tétines pour boire ne sont pas facilement accessibles à l'effort. Personnellement, pour ma part, il me faut relever le sac avec la main et considérablement baisser la tête pour y avoir accès. J'ai le sentiment qu'en l'état, la vraie piste d'amélioration de ce sac serait de proposer un positionnement plus haut. Celui-ci augmenterait le confort d'utilisation et le confort de portage également, tout en stabilisant encore plus le sac, car au plus les masses portées sont hautes sur le torse, au moins elles oscillent. Je faisais déjà ce retour sur la V1, j'espère sincèrement que la V3 sera rehaussée, car cette hauteur est aujourd'hui à mon sens l'unique ombre à ce beau tableau que Wyze nous propose avec ce sac. Maintenant concernant l'Open Quiver, mon test est lui aussi très concluant. Tout d'abord, son ouverture large est plaisante. En effet, elle facilite l'accès au carquois et le rangement des bâtons est aisé. Ensuite, la structure, en chaussettes larges et résistantes grâce au tissu matrix, permet le rangement des bâtons d'une traite, même un peu brutalement. Enfin, la cordelette de serrage qui resserre un peu les bâtons en haut fait bien son travail et limite déjà l'entrechoquement des bâtons entre eux. On a donc bien dans les mains un carquois ultra résistant qui facilite le rangement des bâtons avec une ouverture facilitée et un corps de carquois bien pensé. À mon sens, ce carquois pourrait être encore amélioré. En effet, la mousse protectrice positionnée en haut de l'Open Quiver est plus petite en taille que sur d'autres carquois du marché. Peut-être qu'agrandir celle-ci de quelques centimètres vers le bas viendrait encore plus protéger l'épaule et l'omoplate. Enfin, si la cordelette limite en effet l'entrechoquement entre les bâtons, durant mon test, celui-ci était encore présent. À ma connaissance, seul le carquois Decathlon propose aussi un resserrage des bâtons rangés. Néanmoins, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas commenter son efficacité. De plus, l'Open Quiver me semble plus abouti que ce dernier, plus compatible, par exemple également compatible avec des sacs Salomon. Plus léger et plus résistant avec le tissu matrix. En d'autres termes, il pourrait être, ce carquois, une des seules alternatives possibles proposant de comprimer les bâtons, même si leur maintien pourrait, je pense, être encore amélioré pour totalement réduire le bruit de leur contact répété pendant la course. En conclusion, avec sa version 2024, le Sherpa Max de Wyze se positionne, à mon sens, comme l'un des meilleurs sacs de trail du marché aujourd'hui. Tout d'abord, après avoir testé la première version, je trouve que la marque a su faire évoluer son modèle en gommant certains défauts majeurs qui m'avaient déplu. Durant mon test, j'ai découvert un sac d'une stabilité exceptionnelle. À l'avant comme à l'arrière, l'ensemble du portage est parfaitement maintenu et les oscillations sont inexistantes. C'est une des meilleures stabilités que j'ai eu la chance de tester aujourd'hui. Parallèlement, le sac Sherpa Max est ergonomique, confortable et léger. Toutes les poches sont accessibles sans se contorsionner, laissant la grande majorité du matériel disponible pendant l'effort sans enlever le sac. À cela se rajoutent deux innovations qui m'ont plu. Tout d'abord, le rangement pour une flasque supplémentaire dans la poche tunnel dorsale est pratique, surtout en cas de kit canicule. Ensuite, j'ai apprécié que, sans trop de surprise, la marque conserve son ouverture des flasques par le côté, facilitant grandement le rangement durant l'effort.
Personnellement, j'aurais apprécié que le sac soit légèrement plus haut sur le torse pour faciliter l'accès aux tétines des flasques. Cela pourrait aussi augmenter légèrement le confort de portage qui est, je le précise, déjà excellent. De même, j'ai le sentiment que de légers renforts supplémentaires sur les bretelles, au passage sur les épaules et sur les clavicules, seraient bienvenus. Ils amélioreraient le confort en cas de chargement lourd. Enfin, l'Open Quiver est lui aussi une belle réussite. J'ai pris plaisir à utiliser ce carquois avec une ouverture large simplifiant l'accessibilité. La construction en chaussettes unipièces sans couture et son mesh matrix ultra résistant aident aussi à une utilisation simplifiée et promettent une durabilité considérable. Le positionnement de la cordelette de serrage limite l'entrechoquement des bâtons, ce qui est plaisant, mais pourrait être encore plus prononcé à mon sens. Enfin, une mousse protectrice de l'épaule et de l'omoplate, plus grande, viendrait à mon sens parfaire ce carquois déjà très abouti. Voilà, c'est tout pour mes retours sur le sac Sherpa Max de Wise et leur Open Quiver. Sans plus attendre, je vous propose de passer à mon échange avec Gauthier Mazet, qui est responsable du développement de ce sac et qui va répondre à quelques questions que je me pose. Salut Gauthier, comment ça va ? Salut Cyril, ça va bien et toi ? Ouais, nickel. Est-ce que tu veux prendre... Alors, on t'a déjà entendu dans le test matos de la Black Shell 3, où tu m'avais accordé un peu de temps. Est-ce que tu veux te représenter en 2 mots pour les personnes qui n'ont pas vu ce premier test ? Ouais, pas de problème. Donc, je m'appelle Gauthier, je travaille chez Wise et chez Wise, je suis responsable de tout le développement de produits. Donc, ça va de l'innovation jusqu'à la production. Donc, voilà, je gère un peu tous les produits qui sortent sur le marché de chez Wise et tous les protos qu'on teste avec les athlètes, tout ce qui est produits textiles et accessoires de chez Wise. Super. Voilà, du coup, c'est par toi que j'ai eu la chance de pouvoir tester ce petit sac-là, avec qui j'ai passé alors déjà une 20aine d'heures sur 2 jours, comme je l'ai expliqué avant. Puis tu rajoutes ce que j'ai fait après autour, ça doit faire au moins une 30aine d'heures avant de réaliser la vidéo. Ça commence à faire quelques heures avec. Je pense, voilà, je commence à avoir un peu de retour dessus. Et j'ai 2-3 questions à te poser. La première que je voulais te poser, j'ai noté 5 grandes différences entre la V1 et la V2. Et je me dis que j'en ai peut-être raté. Celle que j'ai notée, c'était disparition de la poche fermeture éclair. Ouais. La nouvelle poche dans le dos qui a été rajoutée. Les élastiques qui ont été ajoutés pour maintenir les flasques. Le coloris, il y en a un nouveau. Et le dernier, je l'ai noté et je l'ai oublié. Est-ce que... la poche secrète, il y en a 2 maintenant au lieu d'en avoir qu'une seule. Exactement, ouais. Est-ce que j'ai raté des grandes différences entre la V1 et la V2 ? Ouais, t'as raté 2 différences qui sont assez notables. La première différence la première chose qu'on a modifiée entre la V1 et la V2, c'est que la grande poche arrière dans le dos, la poche qui est directement contre le dos avec le filet, avec le mesh, en fait, on a augmenté l'ouverture de la poche pour que ce soit plus simple de rentrer, par exemple, des dry bags, des dry pouch dedans, notamment sur les courses. Par exemple, s'il faut montrer le matériel obligatoire rapidement, en fait, on peut sortir plus rapidement. Ou quand on fait des itinérances et qu'on met tous les vêtements pour le soir dans des dry pouch pour les protéger de la sueur, de la pluie, etc. C'était un petit peu compliqué sur la V1 de les rentrer dans la poche parce que l'ouverture était trop étroite. Donc, on a un peu agrandi cette ouverture. Okay. Tu parles bien de celle-là, celle que je montre ? Exactement, ouais, celle-là. Ok. Donc l'ouverture mèche ce qui se place contre le dos. Ok. Exactement. On a fait ça comme modification. Et la dernière modification qui est presque pas visible à l'œil nu, c'est qu'on a réduit la longueur du zip à l'avant du sac de 2 cm. Ok, ouais, alors ça je l'ai pas vu, je te l'accorde. C'est un petit truc qui se voit pas comme ça sur le produit fini, mais en termes de confort, il y a une différence en fait entre les deux. On s'est rendu compte que sur certaines morphologies, le bas du zip avait tendance à descendre un petit peu bas sous le sternum, et le fait de le réduire 2 cm, ça permet de gagner un peu en confort après de longues heures de course. Ok, super. Donc un zip un petit peu plus petit. Comme je disais dans la vidéo, dans le test, je trouvais ça abusé parce que sur l'itinérance, j'ai fait des descentes avec le zip demi-ouvert parce que je faisais la montée avec le zip demi-ouvert. Okay. Et arrivé en haut, j'ai commencé à descendre et pendant la descente, je me suis rendu compte que j'avais le zip demi-ouvert simplement parce que je l'ai vu. Parce que lui, il a pas bougé et la stabilité était exceptionnelle et ça bougeait pas, même le zip ouvert. Les personnes l'ont vu. Je trouvais ça abusé que la stabilité soit aussi bonne et c'est ce que je disais dans la vidéo. Le premier point que j'ai adoré, c'est la stabilité que j'ai trouvé vraiment meilleure sur celui-là que sur la V1. J'en ai parlé avec Guillaume il y a pas longtemps qui m'a dit que pourtant il n'y a pas énormément, pas de grand changement. Et est-ce que tu as une idée qui peut expliquer que moi j'ai eu le sentiment qu'il y a une meilleure stabilité ?
En fait, j'ai pas mal comparé les deux versions et couru avec les deux versions. Et ce qui ressort un peu, c'est que tu vois, comme tu le disais dans la présentation, on a rajouté à l'arrière une poche pour les flasques, pour transporter une troisième flasque. Et en fait, cette poche, donc qui fait tout le dos à l'arrière, est montée sous tension dans une matière élastique. Donc ça rajoute un petit peu d'élasticité supplémentaire au sac. Donc peut-être que pour toi, si tu trouvais que tu avais un peu de ballottement avec la V1, ça vient rajouter un peu d'élasticité et un peu de tension dans le sac. Et du coup, je pense que ça peut être une des explications sur le fait que tu aies moins de ballottement avec la V2 vs la V1. Après, en termes de construction, d'utilisation de matière, choix de matière, etc., on est sensiblement pareil entre la V1 et V2, donc il n'y aura pas énormément de différence. Et peut-être aussi les élastiques que vous avez rajoutés sur la tête des flasques et qui les maintient hautes et qui là aussi gagne un peu en stabilité des flasques. Exactement, ouais. Ça maintient aussi et ça permet surtout quand les flasques sont à moitié vides. En fait, selon certaines morphologies, pareil, la tétine de la flasque avait tendance à tomber un peu dans le bas de la poche, alors que là on a rajouté cet élastique et ça a tendance à mieux maintenir les flasques. Bah, je dois être dans ces morphos parce que moi, soit elle tombait, soit elle sortait par l'avant. Et elle pendait et donc fallait que je la remette et là elle a jamais bougé quoi. Enfin donc ça c'est vraiment, je pense, ça c'est vraiment super cool, l'élastique en plus. Ok, trop cool. Et une autre info là-dessus, mais grosso modo au niveau du haut de la poche flasque, on voit pas trop avec la caméra, mais on a aussi réduit légèrement l'ouverture du passage de tétine. Et ça se joue au demi-centimètre, mais en fait le fait de régler ça permet de mieux maintenir la tétine dans le haut de la poche. Ce qui fait que la tétine, notamment quand la flasque est à moitié vide, aura tendance à moins tomber vers l'avant ou moins tomber dans le fond de la poche. Ok, et bah écoute, super intéressant. Je vais te montrer, je pense que les gens ont vu de quelle portion tu parlais. J'avais une petite question qui va certainement être super simple pour toi à répondre, mais j'ai vu que vous avez fait disparaître la poche zippée qui était sur l'épaule gauche au profit d'une poche à double rabat. Ouais. Moi personnellement je préfère, mais pourquoi est-ce que ce choix? Pour la fermeture éclair que vous vouliez plus sourcer? Ouais, bah déjà les fermetures éclair, c'est compliqué de trouver une fermeture éclair avec une faible empreinte environnementale, donc on a tendance à vouloir les enlever quand c'est pas nécessaire. Et la problématique qu'on avait, c'était qu'aussi l'entrée de la fermeture éclair était très petite. Donc ça passait avec une mini clé de voiture, avec une mini clé de maison. Mais par exemple, si tu avais une voiture avec une clé automatique un peu rectangle, la taille d'une carte bleue, en fait la poche perdait totalement d'utilité, était non utilisable. Et du coup, on a remplacé cette poche, donc la poche, comme tu dis, avec double rabat croisé, qui permet de faire une entrée beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus pratique en fait à l'utilisation. Et ces poches-là, elles sont pensées pour quel matériel? Généralement pour par exemple des déchets, des choses comme ça? Ouais, ça peut être des déchets, des trucs comme ça. Après, perso, moi, je mets des écouteurs en général, tu vois, quand je cours, quand tu cours longtemps, j'aime bien avoir une paire d'écouteurs et je trouve ça ultra pratique parce que ça mélange pas avec la nourriture, ça mélange pas avec tout ça. Du coup, j'ai ma petite poche écouteurs, donc c'est un peu pour ça qu'on l'a pensé. Tu peux me mettre, par exemple, il y a beaucoup de gens aussi qui mettent des petites pastilles d'électrolytes, des trucs comme ça, des petits objets stratégiques. Ok. Moi, je sais que pour te dire ce que j'avais utilisé sur mon itinérance, à droite, à gauche, c'était ma poche à déchets. Donc, je mettais les emballages pliés. Faut juste les rouler entre eux, sinon tu descends. Mais si tu les roules bien, tu descends pas du tout. Et de l'autre côté, j'avais mis 2 gels de secours, ceux que je touchais pas. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment. D'ailleurs, il y en a un des deux qui est passé. Okay. Mais tu verras dans la vidéo, j'ai eu quelques aventures. Ouais, j'ai eu quelques. Disons que c'était annoncé. Le premier jour, c'était annoncé 40 km 3000 et je me suis retrouvé à 47 km 4000. Okay. Et donc forcément, ça. Ouais, les 1000 en plus, je les ai sentis. Donc il m'a fallu un gel en plus, quoi. Ok, du coup, t'as tapé le gel dans la poche de secours. C'est ça. J'avais une petite question. Elles sont pensées pourquoi, selon toi, dans votre conception de produit, elles sont pensées pourquoi les petites poches secrètes qui sont sur les flancs en termes de matos? En fait, pour que tu comprennes un peu comment on a fabriqué le sac, en fait, on n'est pas du tout parti du sac. On a pris une liste de tout le matériel obligatoire de l'UTMB et de tout le matériel dont on a besoin quand on court. Et en fait, on a essayé un peu de réfléchir, ok, quel objet je mets où, à quel endroit, et donc chaque poche a l'utilité. Et ces poches-là, donc pour nous, c'était un peu le petit secours où tu peux glisser une couverture de survie, ou une carte bleue, un peu de cash si tu as besoin de cash, et c'est un peu pour ça qu'on les avait fait. Il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent pour la petite frontale de secours, les piles de secours. L'idée, c'est de faire des poches qui sont peu accessibles, vraiment pour mettre le matos de secours.
que tu vas sortir vraiment au cas de nécessité. Et si tu as besoin de sortir ce matos, tu seras pas à 2 secondes près, parce que tu vois, si tu arrives à sortir la couverture de survie, c'est qu'en général, t'es prêt à perdre 10 secondes à enlever ton sac et récupérer la couverture de survie. Ouais, ok, super. Il me semblait bien que votre développement était plus parti de j'ai besoin de ce matériel, où est-ce que je le mets, plutôt que j'ai des poches et puis on voit ce qui se passe. Donc, c'est exactement ça, ouais. Je pense que c'est une approche qui est pertinente. J'ai une dernière question à te poser sur le sac, mais après, si tu as des choses à rajouter dessus, tu seras libre. On vient de parler, toi et moi, en off, de pourquoi j'avais eu ce sentiment que le sac était un peu bas, que les flasques étaient un peu basses. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment? Est-ce que tu pourrais nous le redire pour les auditeurs qui auront peut-être les mêmes sensations que moi? En fait, quand on a monté plusieurs prototypes, on s'est rendu compte que plus on montait les flasques sur le sac, plus en fait on avait la sensation que c'était les épaules qui portaient les flasques, et plus le sac venait cisailler un peu à l'arrière du cou, comme si en fait comme si tout le poids était porté par cet endroit-là. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus on mettait les flasques bas, plus on allait porter les flasques avec l'intégralité du dos, et en fait ça fait une espèce d'effet de bascule, ce qui fait que les flasques vont naturellement venir plaquer le dos du sac, enfin, le mesh du dos dans le dos, ce qui fait que le poids sera mieux réparti sur tout le dos, VS si on les monte en haut, et que ce sera totalement les épaules qui le portent. Ok, donc c'est pour ça que c'est un peu une volonté. On a essayé de trouver le meilleur compromis entre l'endroit pour que les flasques restent accessibles, mais tout en limitant le poids des flasques. Ok, c'est très clair comme explication. Je pense que tout ce que j'avais à te poser comme question sur le sac, je te les ai posés. Toi, si toi il y a un truc super important que tu voudrais ajouter, vas-y, avant qu'on passe sur le carquois. Pas spécialement. Je sais pas si tu as des questions. Je crois que dans ton test, tu as bien détaillé un peu tous les points de différenciation de notre sac. Donc voilà, si jamais les gens ont plus de questions, je suis dispo pour me remonter des questions. Il n'y a aucun problème. Cool. Avec ton test, je pense que c'est déjà bien résumé. Eh ben super, je te propose qu'on passe un petit peu sur le carquois, parce que vous avez eu une bonne démarche de création. C'est votre V1, donc déjà c'est super cool d'avoir une V1 aussi aboutie entre les mains. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu juste l'histoire de comment vous avez voulu développer ce... Ouais. Du coup, l'histoire de carquois, ce carquois en fait c'est un des premiers produits où l'idée originelle ne vient pas de Wise. En fait, c'est un carquois qu'on a développé avec Bastien Pérez, alias Bob Bricoleur. Donc c'est lui qui avait cette idée de venir rigidifier le haut du carquois pour venir en fait augmenter l'accessibilité des bâtons, et surtout faire en sorte qu'en courant ce soit beaucoup plus simple de venir rentrer les bâtons dans le carquois. Donc ça c'est une idée de Bastien qu'on a rencontré à l'UTMB de l'année dernière. Donc on a discuté de ça et on a décidé de développer un carquois ensemble. Donc lui il avait vraiment fait les premiers protos un peu bêta. Il en passait un peu à ses potes pour tester, et donc c'est un peu ça l'idée de départ du carquois. Et après donc on a travaillé avec Bastien pour passer un peu du proto bêta à un produit final qui marche et qui est fonctionnel en course. Ok, et ben écoute, en tout cas il est fonctionnel, ça c'est clair. Et vous avez surtout fait une petite particularité, c'est que vous avez rajouté une cordelette qui, quand tu la tires, vient en fait, voilà, là si je le montre comme ça, je pense qu'on le voit bien. Quand tu la serres, elle vient écraser le haut des bâtons pour limiter qu'ils s'entrechoquent, quoi. Ça c'était aussi une volonté, j'imagine. Ouais, exactement. En fait, on s'était rendu compte qu'en courant, les systèmes actuels permettaient de serrer les bâtons, mais pas assez à notre goût. Et surtout, la problématique qu'on avait, c'est que quand tu viens serrer la cordelette, donc tes bâtons sont serrés. Quand tu veux les desserrer, en fait, tu vas venir desserrer le petit cord lock sur le bas du carquois. Par contre, là, vu que la corde est un peu sous tension, elle va pas se desserrer automatiquement. Donc nous, on a eu l'idée en fait de remonter la petite cordelette sur la pièce plastique, et en fait la petite pièce plastique vient un peu faire ressort, ce qui fait que quand tu viens desserrer le cord lock en bas, ça vient mettre un peu de la tension sur la ficelle, et du coup ça va tout de suite desserrer le carquois, et ce sera beaucoup plus simple de sortir les bâtons. Et du coup, autre question que je me posais, c'est pourquoi le choix du Matrix? Parce que alors on sait que c'est super résistant, mais quasiment aucun carquois sur le marché n'est en Matrix. Pourquoi ce choix? Parce que du coup, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire un carquois qui était très résistant, où tu n'avais pas besoin de te poser la question au moment où tu mets les bâtons. Et on s'est rendu compte que quand tu mettais les pointes des bâtons, ça pouvait un peu abraser le carquois. Et du coup, on s'est dit qu'en mettant une tige en matrix, une chaussette en matrix, on n'aurait aucun problème de durabilité avec les pointes des bâtons, et peu importe la marque des bâtons. Et le gros truc aussi sur lequel on a travaillé, qui est pas perceptible, c'est qu'en fait, si tu regardes le carquois,
À l'intérieur, il n'y a aucune couture. Ouais. Il est fabriqué de sorte à ce qu'il n'y ait aucune couture à l'intérieur, ce qui fait que tu as vraiment un mouvement fluide quand tu rentres ou tu sors les bâtons. Il n'y a pas ton bâton, la pointe de ton bâton ou la rondelle qui va se prendre dans une couture et en fait limiter le mouvement. Ouais, ça c'est ce que j'ai mentionné dans le test, que c'est une espèce de chaussette unipièce quoi. Ouais, exactement. Mais c'est un petit challenge d'intégrer une pièce plastique sans faire de couture. Ouais, on s'est un peu creusé la tête sur le montage du carquois. Bah écoute, en tout cas, je pense que pour une V1, vous pouvez être vraiment content de ce que ça donne. J'ai une question qui est vraiment de l'ordre de la sensation, mais je me trompe peut-être. J'ai eu le sentiment à l'utilisation que votre carquois était un peu plus haut, un peu plus proche de la tête et ouvert là que d'autres carquois qui peuvent être plus dans le dos avec votre sac. Est-ce que ça vient du carquois? Est-ce que ça vient du sac? Est-ce que ça vient des deux? Ça vient un peu des deux. Ça vient déjà du sac parce que nos petits loops pour accrocher le carquois sont un peu plus en avant par rapport à d'autres marques. Okay. Et c'est aussi la volonté du carquois avec la grosse pièce plastique. On voulait vraiment que tu aies le carquois qui soit visible en fait dans le coin de l'œil pour faciliter l'insertion des bâtons. On voulait pas que le carquois soit en arrière et que tu fasses un peu des essais-erreurs. L'idée c'était de l'avoir vraiment proche pour que tu aies juste à mettre un petit coup d'œil et bien glisser les bâtons. C'était un petit challenge aussi parce qu'il faut pas que t'aies le carquois qui soit dans l'oreille, qui soit gênant. Du coup, on s'est un peu pris à la tête aussi sur le bon positionnement de l'entrée du carquois. Alors, en tout cas, moi, ça m'a pas du tout gêné. C'était vraiment juste une sensation. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que les carquois que je connais, ils sont pas là. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Non, c'est une volonté, ouais. Et sur le Proto 1 que Bastien avait fait, si tu veux un peu tous les éléments, c'était encore plus proche. Okay. C'était encore plus proche de ce qu'on a fait. Ok, mais du coup, ça pouvait peut-être un petit peu gêner. Ouais, en fait, sur certains, si tu avais des bâtons grands, ça pouvait un peu gêner. Et surtout, Bastien, quand il avait développé ça, il était pas compatible avec notre sac. Donc, on a un peu dû le modifier pour qu'il soit compatible avec notre sac. Ok, et votre carquois est compatible avec, par exemple, des sacs Salomon, c'est compatible. Tous les sacs qui vont avoir ce système de double accroche là, de double. Exactement, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, ce sera compatible. Exactement. Tous ceux qui ont des petits loops en haut de la bretelle pour venir accrocher des crochets, ce sera compatible. Ok, trop cool. Bah écoute, Gauthier, j'ai pas d'autres questions à te poser sur ce matériel. Donc, si toi, tu penses qu'on a abordé les points clés, qu'on a rien oublié de super important qui mériterait d'être connu, je te propose qu'on en reste là. Ouais, bah c'est tout bon pour moi. Je sais que tu as bien testé ça et je sais qu'il y aura tous les éléments dans le test. Du coup, c'est tout bon pour moi. Super. Merci à toi en tout cas pour ton test et pour l'interview. Ouais, et merci à toi, Gauthier. À bientôt. À bientôt, salut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du test du Sherpa Max et de l'Open Quiver de Wise. J'espère que son contenu vous a plu et a répondu à des questions que vous pourriez vous poser sur ce matériel. Pour vous procurer ce sac ou ce carquois, je vous renvoie aux liens qui sont présents en description de cet épisode. Et si vous avez des questions sur ce matériel, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.